Je suis à la retraite depuis 2 ans. J'ai été conseiller principal d'éducation dans un lycée. Je me suis particulièrement intéressé à l'écoute des adolescents. J'ai lu un article de René Barbier dans une revue éditée par le département de Saint-Denis, et cet article parlait dans le fond d'une approche à partir de Krishnamurti et de Castoriadis. J'étais très intéressé par ce que René Barbier pouvait dire de l'écoute et de Krishnamurti, et donc je lui ai demandé l'autorisation de venir ici. Ma compagne est psychologue scolaire à Sarcelles. Donc je travaille, il n'y a pas de point commun dans le résultat. Or, ce qui est intéressant par rapport au graphe qui a été présenté la semaine dernière de la maison, c'est qu'on retrouve des choses en commun. Dans ce qui était à l'extérieur de la maison, il y avait la réalité, il y avait la tranquillité, etc. Krishnamurti, il emploie parfois la tranquillité ou la paix intérieure. Concernant la réalité, ça correspond au point que nous avons, nous, indiqué par la vérité. Tantôt c'est la vérité, tantôt c'est effectivement la réalité, le réel, le suprême, la vie, et très rarement Dieu, mais quelquefois quand même. Voilà pour ça. Alors maintenant, avant les objections encore, la difficulté, dans le fond, c'est de lire Krishnamurti et d'écouter Krishnamurti. Dans un numéro de Planète Plus, d'ailleurs, il y a un petit article intéressant pour écouter, intitulé « Écouter sans résister ». Alors, il développe qu'il y a un art d'écouter, etc. Ce n'est pas facile parce que, en fait, et ça c'est René Barbier qui l'avait précisé un jour en venant dans notre petit groupe, Krishnamurti nous parle, il parle de nous et nous demande ce que nous vivons. Il le fait en 3 temps. Premier temps, vous vivez la fragmentation, il établit une liste de comportements liés à la fragmentation. On se retrouve. Deuxième temps, d'où cela vient la fragmentation? C'est lié à la souffrance, à la pensée. Troisième temps, regardez ce que vous vivez, partez de vous-même, quelque chose se passe si vous regardez ce que vous vivez, c'est maintenant, il n'y a pas de chemin, la vérité est en vous-même tout de suite. Alors d'où viennent nos difficultés de lecture? Dans la connaissance de soi, il dit, il y a une tendance, je crois, spécialement parmi ceux qui ont beaucoup lu et qui ont acquis leur expérience en fonction de leur lecture, de traduire ce que je dis dans les termes de leur ancien savoir. Ben, c'est difficile de faire abstraction de son ancien savoir. Et donc, on a toujours tendance à comparer la lecture de Krishnamurti à ce qu'on a pu lire ailleurs, dans le domaine de la psychanalyse, ou dans le domaine de la mystique, ou dans d'autres domaines. Alors, concernant les objections, moi j'en ai 5 à faire, je vous les énumère et puis je vais les développer brièvement. Premièrement, c'est au sujet de la vérité est un pays sans chemin. Deuxièmement, sur la relation liberté-vérité. Troisièmement, sur les rites. Quatrièmement, sur l'histoire, le passé, l'enracinement. Et cinquièmement, sur la foi, la mystique, le mythe. Voilà. Alors, premier point, la vérité est un pays sans chemin. Dans le domaine de la non-dualité, de la paix, de la sagesse, de la vertu, de la vérité sur le schéma, alors moi je veux bien qu'il n'y ait pas de chemin. Sans doute il n'y en a pas, sans doute il a raison. Mais dans tout ce qui reste, et qui n'est pas de la dimension spirituelle, mais qui est de la dimension psychosomatique de la vie, qui est du corps, de la psyché, etc., là il y a un chemin. Pour nous, il y a un chemin. Il y a bien un chemin dans le domaine de la psychanalyse, où il y a bien un chemin dans un travail sur le corps. Et si on parle de cette connaissance de soi pour aller vers cette liberté, etc., pour nous, il y a un chemin. Bon, c'est une première objection. Et la question que l'on posait, c'était est-ce qu'il y a des choses à faire ou rien faire? Oui. Est-ce que, quand on entend la liberté est un pays sans chemin, on se dit, bah, il n'y a rien à faire, ça, la vérité, pardon, oui. Ça va nous arriver comme ça. Voilà. Pardon? Dans votre schéma, là, vous avez fait un chemin, c'est la partie du schéma avec laquelle je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec les éléments qui sont dans la queue de la communauté, mais par contre, je suis pas d'accord pour les avoir disposés comme ça. C'est-à-dire que les 4, c'est par les 4 en même temps, on arrive à l'intégration, un jour intelligence liberté, et ensuite à... Par lesquels les 4 par les 4, tous les éléments de la queue sont forcément en simultané. C'est quand il y a connaissance de soi qu'il y a connaissance du processus total de la vie, puisque en fait, c'est à l'intérieur de moi qu'il y a le processus total de la vie. On peut y entrer par n'importe quelle. L'observation que je vais avoir connaissance de moi immédiatement,
c'est en même temps que je vais avoir cessation d'affaires forcément. Il n'y a pas quelque chose comme ça qui s'étale. Ces quatre choses arrivent en même temps et c'est là qu'on passe à l'intégration. Notre désir là était de distinguer, si tu veux, cette démarche de deux autres plans. Un plan qui est un plan dans lequel Krishnamurti, dans le fond, assigne des finalités à l'éducation. Car il ne faut pas perdre de vue que c'est un livre sur l'éducation et qu'il dit des questions de former des individus intégrés, intelligents, libres, etc. Et puis il y a un deuxième plan pour nous, qui est un plan non duel. Et pour nous, c'est là qu'il y a peut-être une vérité sans chemin. La question est de savoir, par rapport à ça, s'il y a un travail de prédisposition ou pas. Voilà. Est-ce que nous avons un travail de prédisposition à faire au niveau psychologique, au niveau physique, etc. Deuxièmement, sur la relation liberté-vérité. Dans son schéma, Krishnamurti, on a le sentiment que la vérité découle de la liberté. Il faut d'abord être libre. Bon. Alors, c'est contraire à la psychanalyse. Dans la psychanalyse, il est d'abord question de découvrir sa vérité intérieure et de trouver sa propre parole. C'est contraire aussi, quelque part, à l'enseignement, je dirais, tout bêtement d'Évangile. Évangile de Jean, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui rend libre, c'est pas l'inverse. Troisièmement, il balaye complètement les rites. Alors, c'est une question avec des points d'interrogation et des points de suspension. Est-ce qu'on peut vivre sans rite? Sait-on de quoi l'on se prive lorsque l'on se prive des grands rites? J'écoutais récemment quelqu'un qui est chargé de mission à la Cité des Sciences, qui est un monsieur qui est docteur en théologie, qui présentait un autre auteur, et avant d'être réduit à l'état civil, cet homme avait été responsable d'un prieuré ou d'une abbaye en Bretagne, un bouquin, et il disait par exemple, alors on lui demandait, mais qu'est-ce qui vous manque? Et sa réponse était, ce qui me manque, c'est de chanter avec d'autres. Est-ce que l'on se passe si facilement de chanter avec d'autres? Question. Krishnamurti prend tout à fait position contre l'histoire, contre le passé. Mais là se pose la question de notre enracinement. Et de l'enracinement de nos cultures et de nos traditions. De l'enracinement de la pensée hébraïque et de la pensée chrétienne, par exemple. Pour le peuple hébreu, c'est d'abord l'histoire d'un peuple, par exemple. Est-ce qu'on se passe de ça facilement? Est-ce que nous pouvons balayer ça? Question. Et puis, tout ce qu'il dit de la foi, de la mystique, du mythe. Dans ma vie, Jung dit quelqu'un qui vivrait vraiment de sa foi ou de sa mystique n'a rien à faire chez moi. Viennent chez moi des gens qui sont, si dans le fond cette foi ou cette mystique fait sens pour cette personne, parce que c'est quand même par rapport aux questions du sens de la vie que ça se pose, il n'a rien à faire chez moi. Viennent chez moi des gens qui sont précisément en quête de sens, ou en quête d'un mythe. Parce que où nous vivons d'un mythe collectif, ce qui a été le cas de la chrétienté à une époque, après tout. Je veux dire, le mythe christique a fonctionné en Occident. S'il ne fonctionne plus, peut-être que l'on a à découvrir son mythe personnel. La psychanalyse, c'est peut-être une manière aussi de découvrir son mythe personnel, après tout. Là, on a l'impression que Krishnamurti n'est pas du tout là-dedans, et que ça, il le balaye comme il balaye les religions avec leurs dogmes. Alors que l'on balaye les dogmes, on comprend bien. Mais là, il y a quelque chose encore qui reste une question. Voilà 5 interrogations. Alors peut-être que si nous avions lu vraiment Krishnamurti en faisant abstraction et de Jung et de Eckhart et de ces gens-là, peut-être que ça ne se serait pas posé comme ça. Mais justement, je ne sais pas si on peut gommer facilement tout ça. Voilà. Sur la relation liberté-vérité. Je les laisse comme ça parce que je pense qu'on va les reprendre dans le débat. Ce sera plus intéressant de les reprendre dans le débat.
Sabrina, je crois que c'est à toi. Bon, bah moi je vais parler un petit peu de l'implication. Moi, je voudrais revenir un peu sur votre schéma, sur votre graphe, et poser des questions un petit peu en me demandant si votre graphe ne reflète pas une pensée fragmentaire, justement. Parce que j'y vois quand même une contradiction. Votre graphe est intéressant dans la mesure où il se veut didactique. Mais malheureusement, quand on est didactique, en général, on n'arrive pas à être dans cette pensée de l'un. Alors, vous dites, par exemple, dans la zone intermédiaire, vous dites au seuil, ce que vous appelez être au seuil, amour, intégration, intelligence, liberté. Et puis ensuite, il y a un au-delà du seuil, qui est la zone du silence dans laquelle on trouve la vérité, la vertu, la sagesse, la paix, etc. Et vous faites quand même une distinction entre les deux, une séparation entre cette zone du seuil, puis la zone qui est le pays sans chemin. Vous dites que jusqu'au seuil, jusqu'au amour, intégration, intelligence, etc., il y a cheminement possible, il y a chemin. Voilà, la contradiction, je la vois là, moi, je la vois dans le fait que peut-il y avoir amour et intelligence sans qu'il y ait sagesse, vérité et vertu. C'est-à-dire, est-ce que amour et intelligence, au sens de Krishnamurti, peuvent se vivre, peuvent être dans la conscience et être la conscience elle-même d'ailleurs, si on ne connaît pas la vérité? C'est ce qui semblait résulter du... Parce qu'en fait, pour nous, c'était des questions de plan. C'est-à-dire que jusqu'à effectivement le premier plan, là, pour nous, nous étions toujours dans quelque chose qui avait à voir avec du psychosomatique, c'est-à-dire qu'avec un travail possible, avec un chemin possible. Après, le deuxième plan, donc là, c'était dans la non-dualité, et donc pour nous, là, effectivement, il avait raison, c'est un pays sans chemin. Mais l'ennui, effectivement, c'est comme tu dis, c'est didactique, parce qu'en fait, il aurait fallu faire des interactions avec tout ça. Parce que chez Krishnamurti, non seulement ça montrait comme ça, mais ça redescend. On a des citations où on voit que c'est la vertu ou la sagesse ou la paix ou la vérité qui vont bon. Donc c'est l'ennui d'un tel chemin, quoi. Parce que ça va dans tous les sens. Oui, mais même si on prend les termes du bas, là, attention, observation, peut-on jamais être attentif et observer si on ne connaît pas l'amour? Peut-on observer, être attentif si on ne connaît pas la vérité? Est-ce qu'on est réellement dans l'attention lorsqu'on est en deçà de la vérité? C'est-à-dire être attentif, est-ce que ce n'est pas la même chose que d'entrer dans la vision pénétrante, c'est-à-dire d'entrer dans la vérité à ce moment-là? Au moment même où on est attentif, on est en même temps la vérité. Il n'y a pas de différence quand on est attentif, réellement au sens de Krishnamurti, il n'y a pas à ce moment-là de différence entre être attentif, être l'amour, être la vérité. Oui, non, mais oui. Quand on est au dernier niveau, on est censé avoir tous les autres. Hein. Enfin, je sais pas, on est censé être passé par tous les autres stades. Parce que la difficulté... Non, mais pas dans notre graphe, pas franchement. La difficulté vient quand même du fait que lui, il est dans cette non-dualité et s'adresse à nous qui sommes dans la dualité. Ouais. Et donc, si tu veux, nous avons essayé de distinguer les deux plans pour voir quel cheminement, à partir de Krishnamurti, nous pouvions faire, nous, dans la dualité. Mais effectivement, comme il y a deux plans et que tout s'interpénètre chez lui, il est évident que dans l'amour, il y a la vérité, il y a la liberté, que dans l'observation attentive, il y a tout cela aussi, etc. Est-ce que le cheminement, il n'est pas linéaire? Enfin, moi, je pense que le cheminement, il n'est pas linéaire. Non, parce que le premier graphe, c'est celui-ci, et il n'y avait pas cette partie-là, toutes les notions étaient reprises les unes dans les autres.
Parce qu'en fait, c'est une superposition, c'est par transparence, en fait. Il y a des notions, si tu veux, qui dans la simultanéité, tu vois, il y a quelque chose qui se superpose comme ça et qui se voit en transparence, en fait, qui peut pas se voir sur un tableau comme ça. Ah. On va passer la parole là-bas. Donc, non, moi ce que je voulais tout simplement dire, c'était qu'au départ, ce graphe, je le voyais un petit peu comme une colonne vertébrale. Et que effectivement, quand on enlève une vertèbre à une colonne vertébrale, eh bien, elle tient plus debout. Et effectivement, on ne peut pas agir pour la paix, par exemple, si on n'a pas une connaissance du processus de la vie, si on n'a pas une connaissance de soi. Enfin, pour dire que chaque chose, effectivement, sont simultanées, quoi. Il n'y a pas d'hiérarchie comme ça, pour moi, en hauteur. Enfin, comme ça, linéaire et verticale. Ouais, mais en même temps, c'est aussi comment on décide de voir les choses. Moi, j'ai vu comme une colonne vertébrale où il n'y avait pas d'hiérarchie de verticale, quoi. Donc peut-être que là aussi, ça c'est encore faire une petite rupture avec tout ce qu'on connaît déjà et ce que nous disait aussi ce qu'il dit. Attendez les notes, qu'est-ce que j'ai pris, qu'en fait, ce qui était effectivement difficile, c'est de faire abstraction de son ancien savoir. Donc, c'est peut-être aussi par là, par l'attention, la façon dont on regarde et dont on parle. Et Dieu sait que je parle mal, alors je vais redonner le micro. C'est vrai que je pense que nous rangeons nos connaissances quelque part, nous articulons des lectures, etc., à partir d'un certain nombre de schémas qui sont en nous. Or, moi, je suis commandé par un schéma qui est très important pour moi, qui est celui de l'anthropologie ternaire. Donc... Il faudrait que tu en dises 2 mots. Tu voudrais que j'en dise 2 mots. Bon. En gros, si on prend l'Ancien Testament, enfin la pensée hébraïque, si on prend le christianisme jusqu'à la fin du XIIe siècle, en gros, on est dans un schéma ternaire, où l'homme est corps, âme, esprit. Si on prend la pensée depuis le début du XIIIe jusqu'à aujourd'hui, et voir ce qui se passe dans les facultés de sciences humaines, on est dans un schéma binaire, une anthropologie binaire, où l'homme est corps et âme, corps et psyché, tout psychosomatique. Bon. On le trouve dans l'art. Je veux dire que c'est pas pour rien qu'au tympan des églises romanes, jusqu'à la fin du XIIe siècle, vous aviez des taureaux ailés, des lions ailés, vous avez l'aigle, vous avez des symboles de corps, d'âme, d'esprit, etc. Et certainement même que ce tétramorphe roman nous enseigne une conversion des énergies, ou en tout cas une conversion des énergies, c'est un passage possible d'un tout psychosomatique à une dimension spirituelle, c'est une deuxième naissance possible. C'est pas pour rien que le Christ qui symbolise la porte est dans une mandorle, par exemple, qui est à l'évidence un symbolisme féminin, donc ce qui signifie qu'il y a aussi du féminin intégré, etc. Donc on est dans ce schéma-là. Un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Michel Fromager, a fait tout un travail là-dessus, d'abord une thèse de doctorat sur cette question, et il vient de faire une conférence à Paris là, récemment là-dessus, et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il suit la pensée jusqu'à ce sommet, pour lui, de la fin du XIIe, et du début du XIIIe jusqu'à aujourd'hui, et il voit les conséquences de ça, y compris les conséquences économiques de ça. Quand, par exemple, quelqu'un comme Castoriadis dit qu'il faut sortir quelque part de la dictature de l'économie, pourquoi on est dans une dictature de l'économie? Eh bien, Fromager suit la pensée et montre que si on abandonne une des dimensions de l'homme, et singulièrement cette dimension spirituelle, eh bien, on débouche dans quelque chose qui a à voir avec la dictature de l'économie, sur la culture, sur la politique, sur l'éducation, etc. Bon, voilà l'histoire. Ce schéma me sert beaucoup parce que moi, je pense qu'on ne peut pas négliger un des aspects de l'homme.
Alors quand on s'est payé 8, 9 ou 10 ans d'analyse, et qu'on voit des collègues qui après font un travail corporel énorme de bioénergie ou autre, et qu'après ils font de la méditation, etc., on voit bien que ces gens-là essaient de travailler des dimensions différentes. Bon. Chez Krishnamurti, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça, puisque la vérité est un pays sans chemin. Il ne dit pas qu'il faut faire un travail psychologique. Il prend, même s'il a des phrases où on pourrait dire, tiens, après tout, est-ce qu'il n'évoque pas le conscient et l'inconscient? Par exemple, quand il dit être intégré, c'est comprendre le processus entier de notre conscience dans les régions secrètes comme dans les apparentes. Après tout, on pourrait dire, est-ce que là, il ne parle pas trop du conscient et de l'inconscient? J'en sais rien. Toujours est-il que lui n'est pas là-dedans. Mais moi, je n'ai pas fait abstraction de ce schéma, tu vois, en travaillant Krishnamurti. Et donc, certainement qu'il m'a guidé un peu dans cette affaire-là quand on a travaillé ensemble. Bon, ça a été contesté par plusieurs personnes du groupe au moment où on a travaillé ça. Hein. Mais bon. C'était pas une évaluation. Non, mais non. Attends, l'individu. Bon, je dis encore un mot de Jung, hein, simplement. Quelle est la grande découverte de Jung, finalement? C'est le processus d'individuation. C'est ça la grande découverte de Jung. Bon. Ça passe par la rencontre. Dans une pratique, ça passe par la rencontre et par l'intégration d'un certain nombre de grands complexes ou grands archétypes. Bon, par exemple, l'ombre. L'ombre. Nous avons tous un aspect lumineux, etc., mais nous portons une ombre terrible. Bon. La rencontre de l'ombre dans les rêves, ça va se faire par un contraire. Si vous êtes l'homme le plus, ou la femme la plus honnête de la Terre, vous allez rencontrer une ombre de tricheur, quelque part. Et il va bien falloir l'intégrer. Ça passe pour les hommes, ou pour les femmes, par la rencontre du masculin en soi. Bon. Et ça aussi, il faut l'intégrer. Mais ça passe aussi par la rencontre. Alors, le rêve est d'image, de symbole. Ça peut être une figure de vieux sage, de vieux philosophe, de bachelard quelconque, mais ça peut être la figure du Christ ou l'image de Krishna, ou ça peut être des figures géométriques, etc. Ça veut dire que peut-être quelque chose en nous commence à se centrer. J'ai vu il n'y a pas très longtemps 60 mandalas. C'est des images géométriques, carrés, cercles, etc., d'une jeune fille de 18 ans qui se droguait très sérieusement, qui a été recueillie par un de mes amis dans un village, et ils étaient 3 couples, la jeune fille circulait entre ces 3 couples, et le copain en question a remarqué qu'elle faisait des petits dessins. Donc il lui a offert des cançons, des marqueurs, etc. Elle a dessiné une 60aine de mandalas superbes. À l'époque où elle se droguait avec des drogues dures, à une époque où elle était complètement perdue, etc. Dès que cette jeune fille s'est sortie de la drogue, terminée, elle ne sait pas dessiner. Elle ne sait pas dessiner. Elle n'a jamais refait un mandala. Elle a retrouvé un petit boulot maintenant, etc. Bon, elle s'est intégrée là. Mais bon, ça veut dire qu'à un moment, l'inconscient fournit ce matériau pour se centrer. Mais pour répondre à ta question, on est encore toujours là-dedans. On est toujours encore dans le psychologique. On n'est pas où est Krishnamurti, ou Eckhart, ou Saint-Jean-de-la-Croix, ou Thérèse d'Avila, ou je ne sais pas quoi, ou le Maharishi. Hein, c'est autre chose. La question, c'est la critique qui est faite à Jung, finalement. Il est allé plus loin que Freud, puisqu'il a reconnu qu'il y avait ici des pulsions spirituelles et que l'homme avait besoin, était dans une quête de sens. Mais ce que dit Jung là-dessus, c'est que... Non, c'était le spirituel qui... Il ne tourne pas le dos, à mon avis. C'est tourner le dos, je ne sais pas, ça dépend de ce que tu veux dire par tourner le dos, mais c'est que pour moi, c'est quelque chose qui est au-delà du psychologique. Si tu veux, le détachement de Maître Eckhart, c'est tout à fait au-delà de ça, ou ce que décrit Krishnamurti. Ce sont des hommes qui sont dans un état de liberté qui est tout à fait autre. Ce que je veux dire, c'est que si je peux refuser
peut passer par la psychanalyse pour aller au-delà dans le spirituel, mais en général, le spirituel refuse quand même cette structuration du moi. Enfin, ça, je le dis. Je ne crois pas qu'il refuse. René, tu veux rien. Je crois pas qu'il refuse. C'est-à-dire qu'il refuse la dimension purement psychologique ou quoi? Je n'ai pas bien compris là ce que tu voulais dire. Qui refuse la psychanalyse? Je crois qu'il refuse la psychanalyse. Enfin, il refuse. Il pense plus exactement que la psychanalyse n'est pas une voie de connaissance telle que lui il la propose. Hein. Enfin, bon, ce qu'il décrit, ça ne peut pas être approché par la psychanalyse. Pour lui, c'est une impasse, la psychanalyse. Voilà, hein, c'est comme ça qu'il... Il dit aussi que personne ne peut aider. Oui. Donc, tout ce qui est psychothérapeute et autres, il ne les reconnaît pas comme des personnes ayant le pouvoir d'aider l'autre. Il dit, moi, je peux être, mais rien faire ni dire, seulement être à côté. Mais la question qui reste posée, c'est vrai que pour nous autres occidentaux, on reste habitués aux différentes psychothérapies, psychanalyses, etc. Il reste on se dit, est-ce qu'il n'y a pas quand même dans ces voies-là, qui sont nos voies, les voies occidentales, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de positif? C'est évident qu'il y a quand même, on le voit dans les réussites entre guillemets de certaines psychothérapies, on voit quand même qu'il y a des choses qui se passent et des êtres qui sont non seulement moins souffrants, mais qui atteignent parfois une véritable sagesse, une véritable tranquillité en vivant avec la finitude, en vivant avec le plus rien, d'une certaine façon. Ils trouvent dans le plus rien un sens. Et on peut dire que de ce côté-là, ils sont assez proches de ce que propose Krishnamurti. Donc, on est obligé de se poser la question si il n'y a pas un processus. Hein, c'est ce que dit n'importe quel psychothérapeute. Et oui, il y a un processus. Oui, il y a une évolution. Tout psychothérapeute est obligé de dire il y a une évolution. L'évolution est faite de quoi alors? Elle est faite de pans de réalité psychique largement imaginaires, en fin de compte, qui tombent au fur et à mesure du travail intérieur, du travail psychique fait par l'analysant. Au fur et à mesure que l'analysant travaille ses contradictions, etc., il fait tomber des pans d'illusion, on pourrait dire, jusqu'à ce point, si on suit la théorie lacanienne, jusqu'à ce point où à un certain moment, il se trouve, je dirais, seul devant le miroir. Seul devant ce stade du miroir où son identité s'est constituée à partir d'une sorte de compréhension immédiate de son schéma corporel, etc. Avec l'aide quand même du regard de la mère et de la voix de la mère. Mais il se trouve devant cela et il va peut-être pénétrer de l'autre côté du miroir, où il va briser le miroir dans son travail analytique. C'est peut-être là qu'il atteint quelque chose qui est proche de ce que propose Krishnamurti. En brisant le miroir, il trouve derrière le miroir la mort ou le rien, ce qui est la même chose, d'une certaine façon, dans l'optique psychanalytique. Et, suivant le cas, derrière le miroir, s'il y a la mort, il peut y avoir la désespérance totale, ou quelque chose d'autre. Ça dépend, effectivement, de la façon dont la personne est arrivée à ce point. Comment aussi elle était peut-être accompagnée par le psychothérapeute, comment elle revit un certain nombre de points clés de son existence psychique, archaïque, et à ce moment-là, elle se trouve devant ce rien. Ce rien peut être une tranquillité, et on est très proche de ce que dit Krishnamurti à propos de la souffrance. Quand il dit devant la souffrance, vivez-la, si vous souffrez, vous êtes la souffrance. Il n'y a pas de différence entre la souffrance et vous. Alors, vivez totalement la souffrance, vivez-la jusqu'au bout, parce que vous êtes la souffrance. Et ce n'est que dans la mesure où vous comprendrez que vous êtes la souffrance, qu'à travers même la souffrance, vous comprendrez, vous saurez, vous atteindrez quelque chose, un état d'être, en quelque sorte, où il n'y a plus de souffrance.
Alors, je crois que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et on peut peut-être se poser la même question pour la psychanalyse radicale, qui est notamment la psychanalyse lacanienne. Hein. C'est quand même quelque chose d'important. Moi, je voudrais revenir sur un point aussi de votre schéma et sur ce que vous avez dit à propos de l'intelligence. À un certain moment, vous avez dit à propos de l'intelligence comprend l'intellect, comprend les concepts. Je ne sais pas si on peut dire cela à propos de Krishnamurti. J'ai un peu le sentiment qu'avec Krishnamurti, l'intelligence est quelque chose en soi qui est complètement lié à l'amour, comme vous l'avez dit, à la liberté, etc., mais aussi à la vérité, etc. Et c'est un mode d'être qui s'accompagne d'attention, de vision pénétrante, etc. Mais le concept ne fait pas partie de l'intelligence. Le concept, comme un outil, peut être utilisé par l'intelligence, éventuellement, pour fonctionner, je dirais, dans la société, mais il n'est pas un élément de cette intelligence. Je veux bien, René, page 61. L'intelligence est la capacité de sentir aussi bien que de raisonner. Oui, on peut très bien, effectivement, dans l'intelligence, encore qu'il faudrait, il faut pas prendre une phrase comme ça, il faudrait prendre l'ensemble de son approche. Mais on peut très bien, effectivement, utiliser à certains moments le concept, comme on utilise des clous pour fixer un tableau sur le mur, etc. C'est quelque chose de complètement fonctionnel. On utilise le concept, c'est une façon fonctionnelle, mais le concept ne nous permet pas de comprendre. Tu vois, ce qui nous permet de comprendre, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence en tant qu'une capacité fondamentale à saisir la totalité mouvante du réel. On n'a qu'un seul cerveau. C'est toujours avec la même outil, quelle que soit l'utilisation qu'on en fait. Donc, c'est pas contradictoire. Si, je crois que... Non, c'est pas contradictoire, mais c'est quelque chose... On ne peut, à mon avis, on ne peut pas mettre dans le terme intelligence au sens de Krishnamurti la pensée conceptuelle. La pensée conceptuelle est fondée sur la fragmentation. L'intelligence n'est pas, justement, est une contestation de la fragmentation, est une remise en question de la fragmentation comme capacité à comprendre le réel. Donc, ce n'est pas par l'intellect, dans cette approche-là, qu'on peut comprendre le réel. On peut utiliser l'intellect d'un point de vue fonctionnel chez Krishnamurti, mais l'intellect ne sert pas pour comprendre le réel. Et ça, donc l'intelligence, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre que l'intellect. C'est quelque chose d'autre que l'utilisation, la combinaison des concepts au sein d'une théorie. La théorie ne permet pas de comprendre le réel. La théorie ne fait pas partie de l'intelligence. Et je le regrette bien d'ailleurs. Du tout, mais pas du tout, dans l'esprit de Krishnamurti. Donc les questions que tu poses sont tout à fait pertinentes. C'est des questions qu'on doit poser d'ailleurs à l'ensemble du mouvement Krishnamurti, à tous ceux qui l'ont aidé. C'est vrai que tout le monde reconnaît que Krishnamurti évoluait dans un milieu quand même qui n'était pas désargenté, disons. Et que les gens qui l'ont secondé à certains moments, c'était des gens qui n'avaient pas de problème de fin de mois. C'était pas des gens qui habitaient là où est notre université, la banlieue de Saint-Denis, etc. C'était pas tellement cela. Bon, mais c'est pas parce qu'ils n'étaient pas comme cela qu'ils n'avaient pas des possibilités de comprendre Krishnamurti et d'avoir une vision du monde proche de celle qu'il proposait. Et je crois que ça, c'est aussi, quand on a une vision marxiste, c'est sacrément difficile parce que comme quelqu'un qui a une vision jungienne ou qui est dans la ligne de Michel Foucault, quand on a une vision marxiste, on voit les choses d'une certaine façon aussi. Et on a beaucoup de mal à voir Krishnamurti autrement que selon un certain schéma a priori qui est un schéma économique. Alors ce n'est pas faux, mais il y a peut-être aussi une autre façon de voir. Il faut peut-être aussi, si on veut innover, si on veut voir les choses, essayer de sortir de nos schémas. Moi, je te répondrai à la question que tu poses, qui est tout à fait pertinente.
Krishnamurti est dans un autre monde, en gros c'est ça, un monde doré un peu, et puis bon, il y a nous, c'est-à-dire la plupart des gens, et encore nous sommes des privilégiés dans ce monde, hein, nous ne sommes pas des érémistes pour la plupart quand même ici, il y a tous ceux qui sont des érémistes, il y a tous ceux qui... Hein, voilà. Et même si on était des érémistes, on serait encore des érémistes cultivés, ayant des diplômes, on serait encore privilégiés par rapport aux érémistes qui n'en ont pas. Ce que je veux dire, c'est que qui nous empêche présentement de sortir de nos conditionnements? Qui nous empêche effectivement? Qu'est-ce qui fait, quand on veut voir ça bien en face? Parce que la tendance qu'on a toujours, c'est de se dire on est conditionné, on est coincé, nous on ne peut pas faire ce que ferait Krishnamurti, etc. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'il fait Krishnamurti? Il voit ce qu'il est, et en fonction de ça, il va avoir un type de comportement. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de voir ce que l'on est? De quoi on est fait, de quoi on est constitué, en quoi on reproduit des stéréotypes, en quoi on reproduit des allants de soi, en quoi on se trouve attaché à des objets ou à des sentiments ou à des émotions, etc., qui nous paralysent. Qu'est-ce qui nous empêche de nous voir pour changer? Qu'est-ce qui nous empêche de changer? Est-ce qu'il faut toujours dire c'est les autres, c'est la société, c'est le système pour changer? Qu'est-ce qui nous empêche de changer? En vérité, quand on regarde les choses en face, parce qu'on est conduit à regarder les choses en face, la plupart du temps, on s'aperçoit on n'a pas assez de lucidité pour regarder les choses en face. Peut-être qu'on regarde les choses en face quand il s'agit de questions de vie et de mort. Alors là, d'un seul coup, on regarde les choses en face. Mais sinon, on fait toujours un détour par rapport à la vérité. On a toujours envie de faire l'école buissonnière de la vérité, c'est-à-dire de ne pas regarder la vérité en face, c'est-à-dire regarder en quoi nous sommes responsables de nos conditionnements. Et je crois que toute la question est là, et la vérité de Krishnamurti, elle est de nous mettre en face de nous-mêmes, en face de cela. Et c'est vrai que lui, il a évolué dans un milieu un peu différent, encore qu'il ne faut pas oublier qu'il était d'une famille très modeste. Hein, en Inde, c'était pas quelqu'un qui roulait sur l'or au départ. Je ne sais pas s'il était prédestiné. Moi, ce n'est pas des choses qui m'importent beaucoup, ces questions de prédestination, de résurrection et de réincarnation. Donc moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup, ces questions-là. Ce qui m'intéresse, c'est les questions de la vie actuelle, de la vie que l'on vit, et de la capacité que l'on peut avoir à être lucide sur ce que l'on vit, de telle sorte qu'au fond de la lucidité, on trouve une certaine tranquillité. Bon. Et dans cette perspective-là, je crois que je peux aussi m'accorder avec pas mal d'analystes, de psychothérapeutes, etc. Mais je suis complètement persuadé que si on veut s'en sortir, il faut commencer par se regarder et ne pas regarder les autres, ne pas dire c'est les autres, c'est à cause des autres, etc. Je bois, je suis alcoolique. Ah, ben si je suis alcoolique, c'est parce que c'est les autres, c'est parce que c'est ma famille, c'est parce que c'est mon père, c'est parce que c'est mon patron, etc. Non. Si je suis alcoolique, c'est parce que c'est moi qui bois, c'est pas l'autre qui boit à ma place. Hein? Commencez à voir que si je lève mon verre, c'est mon verre et c'est dans ma bouche que ça va. Et personne d'autre que moi fait ce geste-là. Commencez à voir cela. Si on ne voit pas cela, on ne pourra jamais faire un progrès dans ce domaine-là. Jamais on pourra s'en sortir. Alors on peut dire 36 choses, etc. Mais il y a une première chose à faire qui est d'être lucide, de voir au sens que Krishnamurti en parle, voir ce qui est. Alors après, quand on commence à dire la société, c'est qu'on passe à un niveau interprétatif. C'est qu'on commence effectivement à expliquer, à interpréter, et parfois ça a du sens. C'est vrai qu'il faut peut-être se poser la question des structures sociales, il ne faut pas l'oublier, mais Krishnamurti se la pose aussi, mais il ne se la pose pas d'une façon explicative. Hein, la question de la pauvreté, de la misère, etc., il se la pose très directement en fonction de ce qu'il vit et en fonction de la relation qu'il a au monde. Lui, à partir de lui, la relation qu'il a au monde. Le fait qu'il est le monde et que le monde est nous. C'est comme ça qu'il se pose la question. Et il est complètement persuadé, et moi je suis aussi persuadé de cela, complètement persuadé de ça, c'est que si nous ne changeons pas nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer le monde.
Et là, il y a vraiment quelque chose, il y a un pari qui est considérable. La plupart des politiques ne raisonnent pas comme ça, la plupart des intellectuels ne raisonnent pas comme ça, la plupart des théoriciens ne raisonnent pas comme ça. Ils posent toujours la question de l'autre, les structures sociales, changeons les structures sociales, etc. Ils posent toujours les questions en termes de société. Krishnamurti, de ce côté-là, est radical. Pas de changement s'il n'y a pas de changement ontologique. Aucun changement ne peut apparaître réellement si ça ne commence pas par soi-même. Parce que soi-même, c'est le monde. Nous ne sommes rien d'autre qu'une relation. Nous ne sommes rien d'autre qu'une relation. Et cette relation s'étend, je dirais, à l'ensemble du monde. On pourrait même dire à l'ensemble de l'univers, si on va loin dans cette conception. En tout cas, moi, si je ne change pas, je ne peux rien vous dire, car vous et moi, nous sommes dans une relation, et c'est ça qui fait la pédagogie. Ce n'est pas moi, mes qualités personnelles, etc., ou vous, vos qualités personnelles, c'est la relation que l'on entretient. C'est ça la seule réalité entre nous. Si on ne change pas soi-même, on ne change rien de la relation, et dans ce cas, rien ne se passe. Oui, c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est quand même, j'ai envie de conclure en ces termes. Si vous voulez balancer les maîtres, essayez de faire attention, parce qu'on est quand même au 2e étage, au 3e étage. Si vous me balancez par la fenêtre, je risque de me faire du mal. Merci.